Le monde des écoles est un monde qui est avec beaucoup d'inertie, qui nécessite beaucoup de temps pour pouvoir faire évoluer les choses, donc il faut être capable de gagner du temps. La prépa, c'est à mon avis le process de formation le plus pertinent pour évoluer dans un monde incertain. Et la caractéristique du monde qui est devant nous, c'est que personne ne sait à quoi il va ressembler. Et on a construit un campus qui fait 9000 m², qui est un superbe campus, qui est dans le 8e arrondissement, donc dans Lyon intramuros. Ça aussi, c'était quelque chose d'important. Et la conclusion de l'auditeur qui était venu était « You are a regional school ». Ça a été une baffe monstrueuse. En 2016, donc 9 ans après, on a été accrédité EQUIS. Et être accrédité EQUIS, c'était une école internationale. On est passé d'une regional school à une international school. La triple couronne, ça fait vraiment la différence quand on veut justement rehausser le niveau des partenariats stratégiques. Ouais, c'est un club. Ça oblige à se remettre en cause en permanence, ça oblige à évoluer, comme je disais tout à l'heure, en permanence. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qui, moi, m'amène à rester dans ce secteur depuis 20 ans maintenant. On pense que chacun a le potentiel nécessaire pour pouvoir se réaliser à condition de se découvrir. Et pour se découvrir, il faut qu'on accompagne nos élèves. C'est ce qui fait l'ADN de l'école, c'est essayer de révéler le potentiel de chacun de nos élèves. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Big Boss. On ne se retrouve pas avec un directeur général d'entreprise, mais avec un directeur général d'école pour inaugurer cette nouvelle série Big Boss École. Et j'ai l'honneur d'être accompagné de Stéphane Boursieux. Bonjour Stéphane, est-ce qu'on peut commencer par revenir un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui jusqu'à la direction générale de BSB? Bonjour Dorian, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là. Ça fait plus de 20 ans. Le parcours, il a débuté au départ par des études de gestion qui m'ont amené à faire un doctorat en sciences de gestion à l'Université Lyon 3 à Lyon. Et puis, en parallèle, à diriger une PME qui faisait des machines de travaux publics. Donc, strictement rien à voir avec le monde des écoles de management. Mais faisant une thèse de doctorat, j'avais quand même comme objectif en arrière-pensée de rejoindre une école de management comme enseignant-chercheur. Ce que j'ai fait d'abord à Télécom École de Management, INT Management à l'époque. Et puis ensuite, j'ai rejoint Audencia Nantes comme doyen associé en charge des MBA. J'ai soutenu ma thèse. Et puis, à ce moment-là, un poste se libérait à Dijon comme directeur général. Tous les ans, il se libérait parce que ça n'arrêtait pas de changer de directeur. Et j'ai candidaté en 2006 et j'ai rejoint cette école en 2006. Magnifique, donc là ça va faire 20 ans, tu es un des directeurs généraux des grandes écoles de management françaises les plus anciens. On va même dire le plus ancien en poste. Le plus ancien actuellement en poste. Quel est l'apprentissage le plus intéressant, le plus important que tu aies eu au sein de la gouvernance de BSB sur ces 20 dernières années? Le temps long. Alors c'est facile à dire quand on est là depuis 20 ans, mais le temps long. Le monde des écoles est un monde qui est avec beaucoup d'inertie, qui nécessite beaucoup de temps pour pouvoir faire évoluer les choses en profondeur. Donc il faut être capable de gagner du temps. Et gagner du temps par rapport à la gouvernance, c'est important. C'est être capable de négocier des objectifs à plus ou moins long terme, se laisser le temps pour pouvoir réaliser les choses. Et souvent, ce qui manque aux écoles, c'est justement des gouvernances stables qui peuvent derrière implémenter dans la durée. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à BSB. Dans le spectre des grandes écoles de management françaises, Stéphane, les directions générales sont soit issues du monde de l'entreprise, soit plutôt du volet académique. Dans ton cas, c'est la partie académique. Et en quoi, finalement, ton statut de professeur en stratégie influence au quotidien la direction générale de BSB? Alors, c'est majoritairement des enseignants-chercheurs qui dirigent des écoles quand on regarde. Il y a quelques exemples réussis et puis d'autres manqués de greffes qui viennent de l'extérieur. D'abord, être un enseignant-chercheur, c'est faire partie du corps social d'une grande école de management. Une grande école de management, elle est organisée autour de son corps professoral et en faire partie, c'est comprendre les enjeux de l'enseignement, c'est comprendre les enjeux de la recherche parce que c'est mon métier à la base. Donc c'est une chose qui est éminemment importante. Et puis sur la stratégie, puisque effectivement, comme tu le disais, je suis professeur de stratégie, eh bien tout ce que j'enseigne en matière de stratégie, j'essaye quand même de le mettre en pratique au mieux en tant que directeur général dans les orientations que je donne à l'école. Justement, en parlant d'orientation, il y a ce plan stratégique UP 2027. Faisons un point à mi-parcours de ce plan stratégique, Stéphane. Il est déjà très largement avancé avec des réussites importantes. On voulait la triple couronne, c'est-à-dire la triple accréditation AACSB, EQUIS et AMBA. On est accrédité ACSB et EQUIS depuis déjà plus d'une décennie et nous avons été accrédités AMBA pour la première fois en 2022, donc ça a validé un élément du plan stratégique. Autre élément important du plan stratégique, mais je crois qu'on en reparlera, c'est la création d'un nouveau campus à Lyon et on a investi considérablement pour développer notre implantation lyonnaise et puis un certain nombre d'autres projets qui marchent remarquablement et qui font que ce plan se développe bien. Et
finalement, la grande actualité de cette rentrée 2025-2026 pour BSB, c'est l'inauguration de ce nouveau campus lyonnais. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'enjeu stratégique de ce campus de Lyon? Oui, alors ça fait 13 ans qu'on se développe à Lyon. On a commencé très modestement. L'école a grandi petit à petit au fil des années et on a atteint aujourd'hui une taille critique puisqu'on est à 1500 étudiants à cette rentrée de septembre 2025. Et l'objectif est de pouvoir accueillir à terme 2500 à 3000 étudiants. Donc pour cela, on a construit un campus. On est parti d'un terrain vague et on a construit un campus qui fait 9000 m², qui est un superbe campus, qui est dans le 8e arrondissement, donc dans Lyon intramuros. Ça aussi, c'était quelque chose d'important, avec une caractéristique, c'est le tramway qui s'arrête devant l'entrée du campus. On n'a pas pu le faire passer dans le campus, mais il est devant l'entrée du campus. Et donc, on a un superbe outil pour accueillir maintenant nos élèves dans les meilleures conditions possibles à Lyon. BSB, c'est également une signature, We Believe in Youth. Est-ce que tu peux développer justement ce slogan, cette baseline C'est même une double signature, c'est We Believe in You, We Believe in Youth. Nous croyons en toi, nous croyons en la jeunesse. On pense que chacun a le potentiel nécessaire pour pouvoir se réaliser à condition de se découvrir. Et pour se découvrir, il faut qu'on accompagne nos élèves. C'est ce qui fait l'ADN de l'école. C'est essayer de révéler le potentiel de chacun de nos élèves, quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa formation de base. On est convaincu que tous nos élèves ont un réel potentiel et on n'est là pas pour faire à leur place. On est là pour les accompagner, pour les aider à se révéler. Et on est convaincu que, contrairement à ce qu'on entend de manière régulière par les Cassandres dans tous les médias, cette génération, elle a toute sa place. À elle de la trouver, à elle de trouver sa voie et de construire l'avenir. Et on est là pour les accompagner. Et justement, BSB est considéré par beaucoup comme la business school de référence en termes d'accompagnement. Comment cela se traduit pour les étudiants de BSB? D'abord, c'est une volonté stratégique. C'est-à-dire qu'on considère que l'accompagnement, c'est ce qui fait, au-delà de la pédagogie, le cœur de notre activité. C'est l'ADN de l'école. Ça se traduit par des dispositifs avec des moyens, parce que c'est bien gentil de dire qu'on est une école de l'accompagnement, mais ça se traduit par des moyens importants, avec ce qu'on appelle le dispositif Pathfinder, qui est là pour accompagner nos élèves du premier jour à l'école jusqu'au premier jour en entreprise, avec tout un dispositif, connaissance de soi, connaissance académique, connaissance professionnelle. D'abord apprendre à bien se connaître, pour savoir ce qu'on veut faire en termes de choix académiques, pour savoir ce qu'on veut faire en termes de métier demain et d'orientation. Et pour cela, ça veut dire qu'il y a des coachs à temps plein, un nombre significatif de coachs, des moyens informatiques également, des moyens d'intelligence artificielle qui sont là pour faire en sorte que nos élèves puissent trouver leur voie. C'est à eux de trouver leur voie. Nous, on est là pour leur éclairer le chemin. Pathfinder, ça veut dire les éclaireurs. Je crois que tout est dit. 20 ans à la tête d'une école de management, Stéphane. Tu es le directeur général en activité qui a la plus longue longévité. Comment ça s'est passé ces 20 ans et s'il y a une chose à retenir, laquelle serait-elle? D'un point de vue capillaire, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai beaucoup perdu de cheveux. Je me suis fait des cheveux blancs par moment et j'en ai surtout beaucoup perdu. Mais par contre, d'un point de vue professionnel, c'est 20 années extraordinaires parce que ça n'a jamais été les mêmes années. Ça a été un renouvellement permanent. Quand je suis arrivé à BSB en 2006, c'était une école avec 1000 élèves. C'était une école qui était très franco-française. C'était une école uniquement basée à Dijon. C'était une école qui n'avait aucune accréditation internationale, qui n'était dans aucun classement international. Aujourd'hui, c'est une école avec 3500 élèves, un superbe campus à Lyon, un superbe campus à Dijon, avec 30% d'élèves internationaux, avec des classements dans le Financial Times, dans le top 50 mondial. Donc c'est une école qui est complètement différente. Et on a construit cette école collectivement, et ça c'est un vrai bonheur. Et c'est encore ce qui m'amène à rester dans les années qui viennent, parce qu'il y a un vrai challenge de continuer de faire grandir cette école en faisant grandir nos élèves en parallèle. Et tu n'as pas peur justement de ne pas avoir ce renouveau avec cette longévité qui est, j'ai envie de dire, atypique finalement dans ce paysage des grandes écoles de management? Oui, qui est complètement atypique. À part Alice Guillon, qui a été nommée, je crois, de mémoire en 2008, donc 2 années après moi. La très grande majorité des directeurs d'école sont là depuis beaucoup moins longtemps. Il s'agit de se renouveler. Ce n'est pas à moi de juger si je me renouvelle bien ou pas, mais en tout cas, l'école évolue bien. C'est qu'on doit faire les efforts qui conviennent. Ce qui est extraordinaire dans ce secteur, c'est que c'est un secteur qui est hyper compétitif, hyper dynamique, et si on n'avance pas, on est à peu près sûr de dégringoler, donc ça oblige à toujours se remettre en cause. Ce qui n'est pas le cas de BSB, la trajectoire elle est assez ascendante. Finalement, on l'apparente aussi à ce que va BSB dans les classements depuis le début des années 2010, c'est en forte croissance. Là, actuellement, top 50 justement au FTX, cette 49e place. Et Stéphane, j'ai envie de te poser la question suivante. À quel moment BSB a changé d'échelle? Tu t'es dit, là ça y est, on entre dans une autre cour. Alors, je donnerai simplement une anecdote. En 2007,
on a loupé l'accréditation EQUIS et la conclusion de l'auditeur qui était venu était « You are a regional school ». Vous êtes une école régionale. Ça a été une baffe monstrueuse. En 2016, donc 9 ans après, on a été accrédité EQUIS. Et être accrédité EQUIS, c'était une école internationale. On est passé d'une regional school à une international school. Et c'est ce jour-là que je me suis dit, là, on a quand même changé de dimension, on est rentré dans la cour des grands. Puis depuis, l'école n'a cessé d'évoluer. Et l'école BSB 2025 n'a rien à voir avec l'école BSB 2016. Elle est bien plus performante, elle est bien plus organisée, elle est bien plus adaptée pour accueillir nos élèves dans d'excellentes conditions. Et c'est ce qui nous attend pour les années qui viennent. Est-ce qu'à un moment, dans ces 20 années finalement de direction, tu as eu une décision qui a été impopulaire à un moment et qui finalement a été game changer aujourd'hui? Alors il y a eu une décision, je ne dirais pas qu'elle a été impopulaire, mais elle a été très discutée. C'est l'implantation à Lyon en 2013 et le choix de surinvestir à Lyon en 2022. En 2022, on était sur un campus de 3000 m² à Lyon, on avait 1000 élèves, on ne pouvait pas aller au-delà de 1000 élèves. Et la majorité des écoles, des grandes écoles de management ont choisi au début des années 2020 ou à la fin des années 2010 d'aller à Paris. Et nous, on a dit, nous n'allons pas à Paris. On va prendre le contre-pied. Tout le monde monte à Paris, entre guillemets. Ben nous, on va descendre à Lyon. C'est-à-dire qu'on va faire le chemin inverse. On était présent à Lyon depuis 2013, mais avec ce campus de 3000 m², on était trop à l'étroit. Et donc, en 2022, on a dit, là où tout le monde investit à Paris, nous, on va investir dans la construction d'un campus à Lyon. Ça paraissait être assez baroque à l'époque, mais je pense que c'était le bon choix parce que le marché parisien est très encombré. Alors, il ne faut surtout pas dire à nos concurrents que le marché lyonnais est un marché libre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un océan bleu. C'est un environnement qui est concurrentiel, mais où on a trouvé notre place au bout de 10 ans de développement. Et BSB ici peut se distinguer, n'est pas une école parmi une autre à Paris, mais s'identifie comme étant la deuxième business school lyonnaise. C'est l'ambition de l'école. C'est le challenger. Magnifique. Maintenant qu'on a appris à mieux te connaître, Stéphane, on va passer à la deuxième partie, c'est le vrai ou faux. Le vrai ou faux avec Stéphane Boursieux, c'est parti. Stéphane, le campus de Lyon de BSB atteindra 2500 étudiants en 2030. Vrai. Lyon, c'est mieux que Dijon. C'est totalement différent. Et d'ailleurs, quand on regarde les classements, elles ne sont pas classées dans les mêmes catégories. Lyon est classé dans les grandes métropoles. Dijon est classé dans les villes moyennes à grandes. Lyon, c'est mieux que Paris. Oh, ça, c'est évident. C'est évident et c'est un Lyonnais qui le dit, donc je ne peux qu'avoir raison. Un campus international est à l'étude. Aujourd'hui, non, mais demain, peut-être. Les prépas, est-ce que c'est uniquement pour les écoles du top 10 ? Si on est dans le top 10, oui. Mais sinon, non. Les prépas, c'est, je pense... Non, plus sérieusement, je pense que les prépas sont utiles pour toutes les grandes écoles de management. Et les prépas ont besoin des grandes écoles de management, à la fois des parisiennes, comme des écoles en province, et avec un spectre le plus large possible. Les prépas se débrouillent mieux professionnellement que les AST. Il faudrait rentrer quasiment profil par profil, parce que ça dépend de profil de chaque étudiant. Mais je pense qu'il y a des prépas qui se débrouillent très bien. Il y a des AST qui se débrouillent très bien. Il y a des AST qu'on est obligé d'accompagner. Et il y a des prépas qu'on est obligé d'accompagner également. BSB, c'est l'école du vin. Oui et non. Oui, parce que oui, on a une School of Wine and Spirit Business qui est l'école du management du vin la plus prestigieuse au monde. Nous sommes les leaders mondiaux et je l'affirme. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas que ça. Les classements, c'est surcoté, Stéphane. Les classements, ils sont là. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, ils sont là, il faut les accepter et les assumer. Donc les classements, je ne dirais pas qu'ils sont ni surcotés ni sous-cotés, ils sont là, tout simplement. BSB pourrait fusionner avec une autre école dans les années à venir. C'est pas notre souhait. C'est clairement pas notre souhait. Stéphane Boursieux sera encore directeur général de BSB en 2036. 2036, je suis né en 71, comme ça il n'y aura pas de surprise. Donc j'aurai 65 ans, ça dépend des réformes des retraites. Si tant est qu'on ait encore une retraite à prendre en 2036, j'en sais rien. L'école de commerce, c'est surtout pour le réseau. C'est aussi pour le réseau. C'est aussi pour le réseau, c'est d'abord pour des apprentissages, des connaissances, des compétences. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup. C'est apprendre d'abord beaucoup sur soi-même, c'est apprendre beaucoup sur les autres. Le management, c'est quand même l'altérité, c'est apprendre à travailler avec les autres. Et puis, c'est aussi dans cette dimension de l'altérité, le réseau, effectivement. En école de commerce, on ne travaille pas. Il y en a qui ne travaillent pas beaucoup.
Il y en a qui travaillent modérément, il y en a qui travaillent beaucoup, il y en a qui travaillent énormément. La caractéristique, je pense, des grandes écoles de management, c'est qu'on y trouve ce qu'on vient y chercher. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que parmi les questions que je t'ai posées antérieurement, il y en a une sur laquelle tu souhaiterais revenir plus en profondeur, plus en détail? Alors probablement sur la question de l'accompagnement, parce que c'est véritablement un sujet qui nous tient à cœur. Eh ben, pas de souci, on va le traiter juste après avec justement aussi une spécificité de BSB, c'est cette performance sur différents classements, que ce soit Choose My Company avec Happy at School, le Happiness Barometer de Speak and Act, on va y revenir juste après. Avant ça, Stéphane, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce secteur des grandes écoles de management, des business schools françaises? D'abord, si tous les secteurs économiques étaient aussi performants que le secteur des business schools françaises à l'international, on n'aurait pas de problème de budget au niveau de l'État français. Parce que les grandes écoles de management françaises sont beaucoup plus performantes que ce qu'est la France dans les classements internationaux. Nos écoles sont d'excellentes écoles. Les écoles de tête, HEC, les SEC sont des écoles de référence au plan mondial. On a beaucoup de très bonnes écoles. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on les retrouve très bien classées, si on les retrouve avec les grandes accréditations. Nos écoles sont extrêmement performantes. C'est quand même un élément à souligner parce qu'il n'y a pas tellement de classements dans lesquels les Français arrivent en tête. Voilà un point positif. C'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Ça oblige à être créatif en permanence, ça oblige à se remettre en cause en permanence, ça oblige à évoluer, comme je le disais tout à l'heure, en permanence. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est ce qui, moi, m'amène à rester dans ce secteur depuis 20 ans maintenant, 25 ans même. Ça te rajeunit pas, Stéphane. Le modèle prépa, il est de plus en plus, j'ai envie de dire, sur la scène du débat ces dernières années. Qu'est-ce que tu penses du modèle prépa et comment BSB se positionne sur ce marché de niche qui est celui des classes préparatoires? Alors moi, je suis convaincu de l'importance du marché des prépas et c'est pas nouveau, hein. Ça fait 20 ans à BSB qu'on s'est battu d'ailleurs pour revenir dans le marché des prépas parce qu'il y a 15 ans, on en était quasiment totalement sorti. On est revenu dans le marché des prépas. C'est un marché qui est là encore hyper concurrentiel, mais ça forme des étudiants qui sont très très bien formés et qui ont surtout pour moi une qualité fondamentale. C'est qu'ils ont un socle à la fois de connaissances et de compétences, d'ailleurs qu'ils n'imaginent souvent pas pendant leur période de prépa, parce qu'ils sont focalisés sur le concours et qu'ils n'ont finalement pas tellement l'occasion d'avoir un regard introspectif sur ce qu'ils sont, mais en matière de culture générale, en matière de capacité de travail, en matière de capacité d'organisation, en matière de connaissances linguistiques, en matière de capacité à gérer son stress, en matière de capacité de raisonnement, la prépa, c'est à mon avis le process de formation le plus pertinent pour évoluer dans un monde incertain. Et la caractéristique du monde qui est devant nous, c'est que personne ne sait à quoi il va ressembler. Et je pense qu'il vaut mieux avoir ce socle intellectuel pour s'y préparer au mieux. Et je me rappelle d'une interview qu'on avait fait il y a quelques années, Stéphane, c'était sur le campus de Dijon, où tu me disais, franchement, s'il y avait une chose que je changerais dans ma carrière, c'était de refaire une classe prépa. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Ouais, parce que j'ai commencé une classe prépa, mais qui s'est finie très vite, puisque j'ai bifurqué sur un DUT pour des raisons tout à fait personnelles. Et aujourd'hui, oui, j'aimerais beaucoup faire une classe prépa. Est-ce qu'il y a une école dont la trajectoire, le positionnement t'impressionne sur ces dernières années? Alors, c'est pas sur ces dernières années, c'est sur 25 ans. Je disais tout à l'heure qu'il faut du temps long pour faire évoluer les écoles. Pour moi, l'école la plus impressionnante, c'est l'EDEC. Depuis 25 ans que je suis dans le monde des écoles, j'ai toujours observé l'EDEC avec beaucoup d'attention en termes de stratégie. Et c'est une école qui d'ailleurs a eu un des directeurs qui est resté les plus longtemps, hein, Olivier Auger. Et donc c'est une école qui a une vraie cohérence stratégique, qui a un vrai alignement stratégique et qui pour moi est une vraie référence. Très intéressant. Comment s'explique la hausse des frais de scolarité sur l'ensemble des business schools françaises et est-ce que finalement c'est encore rentable pour un étudiant d'intégrer une grande école de management en 2026? Alors la hausse des droits de scolarité dans les écoles consulaires, c'est-à-dire les écoles qui dépendent des chambres de commerce, elle est inversement proportionnelle à la dotation consulaire des chambres au fil des années. Plus les chambres ont réduit leur dotation, plus les écoles ont augmenté leurs droits de scolarité. C'est aussi simple que ça, enfin c'est plus complexe que ça, mais je vais l'illustrer de cette manière-là. Il y a un moment, il faut financer le développement et lorsqu'on n'a plus de subventions, eh bien, il faut s'appuyer sur le marché. L'autre élément, c'est le niveau d'exigence des écoles françaises qui a progressé.
Je parlais des accréditations internationales. Les accréditations internationales, c'est une reconnaissance formidable, mais ça a un coût. Ça a un coût pour respecter les standards internationaux, et ce coût, il faut bien le financer. Et il est financé en grande partie, pas seulement, mais en grande partie sur les droits de scolarité. Ça explique cette évolution. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont faits de par ailleurs, que ce soit dans des infrastructures ou d'autres solutions pour accompagner les étudiants. Exactement, il y a tout un dispositif d'accompagnement alors qui est différent selon les écoles. Je sais que nous, on a mis des gros moyens à travers le dispositif Pathfinder. On a essayé de le faire financer au maximum par les entreprises, mais quelque part, c'est aussi un service qu'on rend aux étudiants. Enfin, c'est pas quelque part, c'est un service que nous rendons aux étudiants et il est dans la proposition de valeur, donc il a un coût et il est financé en partie sur les droits de scolarité, oui. On reparle de l'accompagnement, on fait un focus justement sur le Pathfinder. Oui. Concrètement, je suis étudiant à BSB, j'intègre BSB. Comment ça s'articule ? Pathfinder, c'est un dispositif qui n'est pas obligatoire. C'est aux élèves de se prendre en main. Un élève qui aujourd'hui se pose des questions sur ce qu'il veut faire, on va le prendre en main à travers le dispositif Pathfinder. D'abord en s'intéressant à lui, savoir qui il est, savoir quels sont ses centres d'intérêt, ses motivations, ses appétences. Donc on va d'abord travailler sur la dimension développement personnel, avec des coachs qui vont accompagner, qui vont diagnostiquer, qui vont analyser. À partir de là, on peut dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, et qu'est-ce qu'on a envie de faire d'un point de vue professionnel. Donc on va travailler la définition d'un projet professionnel, et on va le faire résonner avec la dimension académique. Pour faire ce projet professionnel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en termes de trajectoire académique ? Quels sont les parcours qui sont les plus adaptés ? Quels sont les parcours qui correspondent le mieux aux besoins des entreprises ? Et puis la dernière étape, ce sera de faire le matching entre d'un côté les entreprises avec des besoins particuliers et de l'autre côté des profils d'étudiants qu'on connaît bien. Et donc on est en mesure d'orienter vers les entreprises en disant l'entreprise elle a besoin de ça. Ça tombe bien, vous avez les compétences qui correspondent à l'attente de l'entreprise. Voilà, c'est toute cette chaîne de valeur qui représente l'accompagnement à BSB à travers Pathfinder. Sur la dimension professionnelle, après, il y a l'accompagnement aussi personnel, parce qu'à un moment donné, on peut avoir un coup de mou quand on est en école, on peut avoir une peine de cœur, on peut avoir des problèmes familiaux, on est là aussi pour accompagner nos élèves. On peut avoir des problèmes financiers, on est aussi là pour accompagner nos élèves. Donc l'accompagnement, c'est multidimensionnel. Et sur donc, différents éléments, il y a aussi un dispositif, le One Health Center pour les étudiants, Exactement. Que ce soit sur le sport, la psychologie, la santé mentale, donc beaucoup d'éléments finalement qu'on n'évoque pas toujours, mais qui sont quand même présents si on veut en tout cas y prétendre et si on veut utiliser les outils. Exactement, et le One Health Center, il s'intéresse aussi au sommeil, il s'intéresse aux addictions, il s'intéresse à la nutrition, parce que pour faire de bonnes études, il faut être bien dans sa tête. Et être bien dans sa tête, c'est aussi être bien dans son corps. Donc de manger comme il faut, de dormir comme il faut, ça fait partie à la fois pour faire des études, mais pour bosser plus tard, des conditions pour certains de succès. Et on donne la possibilité à nos élèves de bénéficier de conseils, y compris dans cette dimension-là. Et c'est peut-être là finalement le secret de ce succès de BSB en termes d'expérience étudiante qui est premier sur tous ces critères-là, que ce soit Happy at School avec Choose My Company, Happiness Barometer au niveau de Speak and Act, mon expérience admissible si je reprends également le classement fait par Mister Prépa. Donc j'ai envie de dire c'est pas un miracle si à chaque fois BSB est top 1 sur ces différents critères. Non, et on en est extrêmement fiers parce que c'est un jugement qui est porté par nos élèves. Les classements, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais tout à l'heure, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Souvent, ils sont faits par des professionnels du monde de l'enseignement supérieur, des journalistes, des gens qui connaissent le monde, mais qui ne sont pas dedans. Là, la caractéristique, c'est que ce sont nos élèves qui, dans ces classements particuliers, qui viennent du monde des entreprises, ce sont nos élèves qui nous jugent et qui jugent les autres écoles. Chaque école est jugée par ses étudiants. Et nos élèves considèrent qu'on a des choses à améliorer. On n'est pas parfait. En matière d'accompagnement, on est plutôt très bon, mais il y a toujours des choses à améliorer. En matière de qualité d'expérience étudiant, il y a toujours des choses à améliorer. Mais manifestement, si on est premier sur Happy at School, c'est la 3e année en 4 ans. Sur Speak and Act, cette année, on est premier pour la première fois. Ça veut dire que quelque part, nos élèves sont contents, sont satisfaits, sont heureux de ce que l'on propose à l'école. Et c'est pour moi la plus belle des récompenses parce qu'elle vient de ceux qui le vivent. Et tout l'enjeu que nous avons, c'est de faire vivre à nos élèves la meilleure expérience possible. Magnifique. Pour justement la jeunesse, ceux sur qui ce sur quoi BSB mise, et ce sur qui bien sûr les étudiants, c'est quoi les compétences qui sont essentielles aujourd'hui pour être employables, et BSB forme à quel secteur ces étudiants ? Alors on forme à tous les secteurs. On forme aussi bien dans les métiers de la finance, du marketing, du commercial,
de la logistique, des systèmes d'information, du conseil. On va être dans l'industrie, on va être dans les services, on va être dans le conseil, on va être dans la distribution, on va être absolument dans tous les services, dans tous les métiers, et j'allais dire sur la planète entière. Après, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour nos étudiants ? Il y a évidemment des connaissances d'expertise en finance, en marketing, en stratégie, en contrôle de gestion, gestion des ressources humaines, en supply chain, en logistique, en système d'information. Il y a des connaissances fondamentales à apprendre. Quand on rejoint les entreprises, il va falloir mobiliser ces connaissances, tout en sachant qu'elles vont être obsolètes très rapidement. Donc il y a une deuxième dimension qu'il faut développer, ce sont des compétences, et en particulier des compétences humaines. Et ces compétences humaines, elles sont absolument indispensables aujourd'hui, et j'allais dire plus indispensables que jamais avec l'intelligence artificielle. Parce que autant les connaissances peuvent être substituées par l'intelligence artificielle, autant les compétences humaines et les compétences relationnelles sont beaucoup plus difficilement substituables. À aujourd'hui. Peut-être que demain, ça changera radicalement. Mais en tout cas, à aujourd'hui, les compétences humaines ne sont pas substituables par l'IA. Et parmi les compétences humaines, il y en a une à laquelle on est particulièrement attaché, c'est le leadership. Et ce qu'on appelle le leader skills, c'est-à-dire avoir des compétences de leadership actionnables, opérationnalisables. Alors attention, quand on parle de leadership, ce n'est pas Napoléon au pont d'Arcole. D'accord ? C'est pas Napoléon qui prend le drapeau, qui passe devant, et au passage, on oublie qu'au pont d'Arcole, il a fini dans la flotte. Mais les compétences de leadership, c'est d'abord être le leader de soi-même, savoir ce que je veux, se dessiner des objectifs, se donner des objectifs, être capable de les évaluer, être capable de corriger sa trajectoire. Déjà, être le leader de soi-même. Après, être le leader d'une communauté, être le leader d'un groupe, savoir entraîner, savoir faire preuve d'altérité, savoir mobiliser les autres. Voilà, c'est ça des compétences de leadership qui aujourd'hui, pour moi, sont absolument essentielles. Il n'y a pas besoin d'être patron pour avoir des compétences de leadership. On peut être à tous les niveaux d'une organisation et avoir nécessairement besoin de compétences de leadership pour pouvoir piloter sa propre activité, son service, un projet, une activité. Et je pense que c'est absolument central. C'est pour ça qu'on a beaucoup investi sur le leadership. C'est intéressant justement la manière dont tu présentes la chose en fait, parce que BSB a pris un virage qui est assez intéressant, leader skill, c'est-à-dire qu'en fait on reconnaît finalement ne pas être bon nécessairement partout, mais voilà, faire confiance à une personne qui a cette expertise dans un domaine X qui d'ailleurs peut servir à une organisation à laquelle qu'elle soit. Exactement, et qui va pouvoir fédérer, mobiliser, être capable d'aller chercher les expertises. Et on ne peut pas être bon partout, mais par contre on peut organiser, fédérer, mobiliser pour faire en sorte de constituer des équipes qui là seront capables de répondre à tous les challenges. Très intéressant. Et en termes d'IA, comment ça se traduit l'IA à BSB et justement cette explosion de l'IA dans l'ensemble des secteurs et des économies, comment BSB arrive à former à l'IA et comment l'IA est utilisée au sein de BSB? Alors l'IA est utilisée en termes de pédagogie par les professeurs. Alors déjà une première chose, c'est qu'il ne faut pas aller contre l'IA. On ne peut pas aller contre un tsunami. Si on essaye de s'opposer à un tsunami, en général, on est emporté. Alors que si on essaye de prendre la vague et de surfer sur la vague, on peut en bénéficier, prendre de la vitesse, accélérer et finalement rebondir sur la vague pour pouvoir en bénéficier. Donc l'IA est là, l'IA s'impose à nous, donc l'IA, il faut l'accepter, l'intégrer, la questionner, l'interroger, l'orienter. Donc on la retrouve dans les cours. L'IA, on la retrouve dans la formation de nos étudiants à l'IA, savoir utiliser l'IA pour faire quoi, comment, quand, avec quelle modalité. Et puis, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que va faire l'IA en termes de substitution au métier de nos étudiants, de nos actuels étudiants dans leur futur métier, et qu'est-ce qui va rester. Et donc, quelles sont les compétences sur lesquelles on a intérêt à former nos élèves sur les éléments qui, demain, ne seront pas substitués par l'IA. Donc, il y a tout ce travail de réflexion sur comment on s'articule finalement avec l'IA, comment on l'utilise là où elle est bénéficiaire et comment on la gère sur les aspects où elle ne va pas couvrir des champs de compétences. Très intéressant, merci beaucoup Stéphane. Quel est ton avis sur l'alternance qui est un modèle franco-français et comment l'alternance est présente à BSB? Alors l'alternance, ce n'est pas un modèle franco-français, c'est un modèle qui est très présent dans la partie germanique. Les Allemands et les Suisses sont très forts, plutôt en pré-bac. La caractéristique du modèle franco-français, et là je te rejoins, c'est très franco-français, c'est l'alternance post-bac. Je pense que l'alternance est un formidable dispositif. Formidable dispositif parce que d'abord il a une caractéristique extraordinaire d'ouverture sociale.
permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une grande école de management de pouvoir intégrer une grande école de management. Et ça, c'est quand même un rôle important. Le deuxième, c'est de résoudre un élément tout simple qui s'appelle la schizophrénie des entreprises. Alors, les entreprises sont schizophrènes. Elles veulent des jeunes diplômés avec expérience. Un jeune diplômé, théoriquement, il n'a pas d'expérience ou peu d'expérience. Grâce à l'alternance, un jeune diplômé, il a parfois trois années d'expérience professionnelle, donc il est véritablement totalement opérationnel. Alors ça coûte cher, oui, ça coûte cher, et le quoi qu'il en coûte a fait qu'on a totalement libéré l'alternance. Il faut peut-être se calmer un peu. Je pense qu'il faut surtout réguler. Il faut surtout réguler, et ça c'est un message vis-à-vis de l'État. Il y a des grandes écoles qui font partie de la conférence des grandes écoles qui délivrent des diplômes d'État. Et je pense que ces diplômes d'État du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche devraient avoir une priorité, une primauté à l'université comme dans les grandes écoles. Et je n'exclus pas du tout l'université, je dis bien à l'université comme dans les grandes écoles sur l'alternance vis-à-vis d'autres modèles. Donc par rapport justement à des CFA qui se créaient, j'ai envie de dire un petit peu juste comme ça, des titres RNCP. À la sauvage. À la sauvage, très bien, pas de souci. Et un étudiant qui veut donc suivre son cursus en alternance à BSB, comment cela se passe? Est-ce que l'étudiant peut le faire à Dijon, à Lyon? Sur quelle temporalité? Est-ce qu'il peut combiner cela à une expérience internationale éventuellement? Alors, ça dépend de quand il rentre et de son cursus d'intégration. Mais si on prend un élève qui vient de classe préparatoire, un élève qui vient de classe préparatoire en première année en pré-master, il est à BSB en formation initiale. Il peut partir, le cas échéant, au deuxième semestre de pré-master à l'international. Donc, il peut avoir une dimension internationale à ce moment-là. Il peut faire l'alternance en master 1 et en master 2. Et dans ces cas-là, il est en entreprise et à l'école à Dijon ou à Lyon. Il a la possibilité de le faire ou à Dijon ou à Lyon. Il n'y a pas de différence entre les deux campus. Et puis, il a la possibilité aussi de faire l'alternance qu'en Master 2 à Dijon ou à Lyon, ce qui lui donne la possibilité aussi de partir en Master 1 à l'international, le cas échéant. Merci beaucoup Stéphane. On va parler partenariat. Est-ce que tu pourrais nous citer 3 partenariats dont tu es fier, que ce soit des partenaires académiques, des partenaires entreprises? Voilà, il faut froisser personne, je l'entends. C'est vrai que ça peut être une question clivante, mais 3 partenaires dont tu es fier et que tu as pu consolider, construire sur ces 20 dernières années. Alors, je vais essayer de partir dans des schémas un peu différents les uns des autres. Le premier, c'est un partenariat académique, c'est avec l'université de Tongji à Shanghai, qui est une des toutes meilleures universités chinoises. C'est une université que je connais depuis très longtemps. Dans ma vie antérieure, dans une autre école de management, j'avais contribué à signer le premier accord avec Tongji University. Et quand je suis arrivé à BSB en 2006, j'ai voulu signer un accord avec Tongji. Ils m'ont dit, bah oui, mais vous n'êtes pas accrédité, donc le jour où vous serez accrédité. Donc le jour où on a eu une première accréditation, on est allé les voir et ils nous ont dit, oui, mais vous n'avez qu'une accréditation, ce serait bien que vous ayez 2 accréditations. Lorsqu'on est retourné les voir quelques années plus tard avec la CSB et Equis, ils nous ont dit, c'est bien, mais ce serait mieux d'avoir la triple couronne. Donc, quand on a eu la triple couronne, on est allé les voir. Enfin, c'est plutôt eux, lors d'un meeting de l'EFMD qui se tenait à Lyon, il y a quelques années. Ils sont venus me voir en me disant, c'est dommage qu'on ne travaille pas ensemble, ce serait bien qu'on travaille ensemble depuis toutes ces années. Et donc, en fait, ils attendaient qu'on ait cette triple couronne et on travaille avec eux maintenant. C'est une superbe institution et c'est pour moi un partenariat qui est emblématique de l'évolution de l'école. Ils ne voulaient pas travailler avec nous il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on travaille ensemble. Et parenthèse, justement, est-ce que la triple couronne, ça fait vraiment la différence quand on veut justement rehausser le niveau des partenariats stratégiques? Oui, c'est un club. C'est un club. Quand on rentre dans le club, on peut travailler avec des institutions qui, auparavant, sont très polies, mais ne veulent pas travailler avec vous. Donc, à partir du moment où on a cette triple couronne, on a une vraie reconnaissance qui permet de travailler avec les meilleures institutions mondiales. Ok, parfait, très clair. Je te laisse dérouler sur les autres partenaires. Alors, sur un autre partenariat, c'est le partenariat avec l'Université de Bourgogne, maintenant qui s'appelle Université Bourgogne Europe, UBE. On vient de très très loin parce que la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille dans les relations entre l'école et l'université en Bourgogne. Mais on a aujourd'hui une vraie collaboration qui, j'espère, va déboucher sur des parcours en double diplôme dans les années qui viennent. On a déjà signé un accord assez remarquable qui est l'école doctorale. BSB, le laboratoire de BSB a intégré l'école doctorale de l'Université de Bourgogne. C'est un pas important dans une collaboration qui montre la possibilité de développer une offre partenariale.
Et puis, en matière de partenariat entreprise, je citerai, sans les distinguer parce qu'ils sont toujours en rivalité les uns avec les autres et ils sont tous très très bons, les grands cabinets d'audit, ce qu'on appelle les Big Four. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec eux sur l'audit, mais pas seulement. On travaille aussi avec eux sur le data science. Ce sont des gens, les grands cabinets d'audit, qui ont toutes les données sur les entreprises, qui ont des banques de données absolument considérables. Et ces données, ils les analysent, ils les moulinent. Et pour ça, ils travaillent avec nous, en particulier sur un Master of Science qu'on retrouve en 3e année du Master Grande École, qui est un Master of Science en data science. Et qui est un programme éminemment recherché, où les élèves qui suivent ce programme sont éminemment recherchés par les 4 grands cabinets, parce qu'ils permettent d'analyser toutes ces données sur le comportement des entreprises et d'assurer une prédiction du comportement des entreprises. C'est très intéressant et c'est vrai que la data devient Capital. plus essentielle à l'usage quotidien de tout ce qu'on peut faire. En termes d'international, BSB, c'est l'une des rares écoles finalement à proposer des doubles diplômes quasi exclusivement à l'international. Oui. Mais à cela, il y a également finalement une panoplie de partenaires académiques à l'international, plus de 200 qu'on a pu recenser, 230 quasiment. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui distingue l'expérience pour un étudiant entre un double diplôme et un échange qu'il peut faire au sein d'une université partenaire ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, tous les élèves ont la possibilité de partir en échange. Et pourquoi est-ce qu'on a 230 partenaires ? Pour 2 raisons. La première, c'est pour donner la plus large panel possible. On vient de signer un accord avec le CFVG, qui est le Centre franco-vietnamien de gestion, pour aller au Vietnam. On a la possibilité d'aller, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande, au Chili, comme on a la possibilité d'aller en Belgique et en Suisse. Donc ça peut être une expérience académique, c'est évidemment une expérience académique, mais c'est aussi une expérience interculturelle. Il y a des étudiants qui profitent de ce séjour académique, et beaucoup d'entre eux profitent pour vivre une expérience interculturelle qu'ils n'ont pas vécue jusqu'à l'instant. Et donc ça, c'est un objectif important, que ce soit en semestre d'ailleurs ou en double diplôme. Ce qui distingue le semestre et le double diplôme, c'est d'abord la durée. Le semestre, comme son nom l'indique, c'est 4 à 5 mois. Le double diplôme, c'est 1 année complète. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, le semestre, il peut être en Master 1 ou en Master 2, essentiellement. Le double diplôme, il est obligatoirement en Master 2. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau Master. Tous nos doubles diplômes sont des Masters. MBA aux États-Unis, Master of Science au Royaume-Uni, Master in Management en Suède, dans les pays nordiques, en Asie. L'objectif, c'est de donner le panel le plus large possible. Et dernière caractéristique, on a beaucoup de partenaires parce que nous tenons à envoyer très peu d'étudiants par destination. Il y a d'autres écoles qui ont fait des choix parfaitement respectables d'avoir des campus à l'international. Ça fait, à mon avis, du sens quand vous avez des étudiants internationaux qui viennent de différents pays, et en particulier du pays d'accueil, pour être formés. Mais si c'est pour envoyer une centaine d'étudiants français au même endroit, c'est juste recréer une Little France. Et on sait que les Français, on a l'instinct grégaire, on aime bien se regrouper. Donc ça, c'est pas quelque chose qui, moi, m'intéresse. Quand on envoie nos élèves à l'international, on les envoie par petits groupes. 1, on fera pas moins. 2, 3, 4 élèves maximum, pour leur obliger à se fondre dans la culture locale. Parce que c'est ça qu'ils vont apprendre finalement lorsqu'ils vont aller en expatriation, c'est apprendre à vivre avec une culture qui est différente, apprendre que le rapport au temps est différent, que le rapport au management est différent, que la communication est différente, et c'est là qu'ils s'enrichissent. Très intéressant. BSB, c'est 2 campus, Dijon et Lyon. Qu'est-ce qui les différencie et finalement, qu'est-ce qui les rassemble, ces 2 campus ? Il y a un ADN commun. Il y a un ADN commun qui est cet intérêt sur l'accompagnement des étudiants, être présent à toutes les étapes de l'accompagnement de nos élèves, avoir les élèves au cœur, et ils sont d'ailleurs au cœur du campus. Ce qui réunit aussi les deux campus, c'est la porte historique qui existe, puisque à Dijon, l'école est pour garder la porte historique qui est à l'origine de l'école en 1900. Eh bien, on a reproduit cette porte sur le campus lyonnais pour pouvoir marquer finalement ce lien commun entre les 2 écoles. Donc, ce qui caractérise le lien entre les 2 écoles, c'est cette dimension d'accompagnement. Après, chaque campus a sa personnalité liée à la ville. Il y a une dimension qui est beaucoup plus de cocooning du côté de Dijon, il y a une dimension de dynamisme économique qui est beaucoup plus forte à Lyon, mais on retrouve, en fonction des domaines de spécialisation, en fonction de ses centres d'intérêt, de la manière dont on appréhende aussi une ville, eh bien, des propositions de valeurs différentes, et chacun peut se retrouver dans ce qui lui convient le mieux.
Ok, merci beaucoup Stéphane. Une autre question finalement sur une dualité, j'ai envie de dire, c'est les prépas vs les AST. Finalement le débat qu'il peut y avoir au sein des grandes écoles de management post-classe préparatoire, il y a ce débat de dire il y en a qui recrutent trop de prépas, pas assez de prépas, trop d'AST, les AST sont en croissance, etc. Comment à BSB finalement se mélangent les prépas et les AST et comment le master grande école, le programme grande école de BSB se positionne dans son recrutement entre classes préparatoires et les AST. Alors, le marché des classes préparatoires, il est très largement contingent au volume d'étudiants qui rentrent en classe préparatoire. S'il y avait 3 fois plus d'étudiants en classe préparatoire, je serais ravi d'avoir 3 fois plus d'étudiants qui rejoignent BSB à l'issue d'une classe préparatoire. Donc il est contingent à cette taille, qui est une taille réduite, c'est de l'ordre de 10 000 étudiants par an qui passent les concours, enfin qui rejoignent une classe préparatoire en vue de passer les concours. Donc c'est un marché qui est réduit, mais c'est un marché qui est absolument fondamental, parce que ce sont d'excellents élèves qui sont le socle, quelque part, d'un programme grande école. Après, il y a des élèves qui viennent d'admission parallèle. En France, on a tendance à opposer, c'est fromage ou dessert. Non, c'est pourquoi est-ce qu'on oppose les choses ? Je ne vois pas l'intérêt d'opposer les choses. Dans une entreprise, on va retrouver des gens qui viennent de l'université, on va retrouver des gens qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui viennent d'écoles de management, qui viennent de différents horizons, de France, d'international. Brassons, mixons. Il faut avoir des profils différenciés. Si c'est pour avoir des clones et avoir simplement un seul type de profil, ça n'a à mon avis aucun sens. Donc il nous faut les deux, il nous faut ces dimensions-là. Et j'allais dire il nous faut les deux, AST et élèves de classe prépa, mais il nous faut aussi des élèves internationaux qui viennent avec des parcours complètement différents. Il nous faut des élèves qui viennent de l'université avec des parcours peut-être complètement différents, parce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse. C'est par le brassage. C'est pas en ayant un modèle unique, formaté, mais c'est par la diversité de ces éléments. Donc il faut des élèves de classe prépa, et on se bat pour recruter toujours plus d'élèves de classe prépa, mais il faut aussi des AST, il faut aussi des élèves internationaux, parce que c'est là qu'on crée de la richesse, par la confrontation des idées et des valeurs. C'est là qu'on construit un réseau solide. Justement, on va parler rapidement du réseau alumni de BSB. Comment le réseau de BSB se matérialise ? Est-ce qu'il est efficace ? Et est-ce qu'il y a des alumni qui vous ont marqué finalement au sein de BSB sur ces dernières années ? Alors, le réseau de BSB, il est de plus de 20 000 diplômés en activité, puisque l'école a plus de 120 ans, donc il y a un certain nombre de diplômés qui ne sont plus vraiment en activité, on va dire. Mais il y a plus de 20 000 diplômés en activité qui sont partout, qui sont présents dans tous les types d'entreprises, des PME aux grands groupes, en France comme à l'international. Et ces diplômés, on essaye évidemment de les animer. Alors avec une structure qui est basée dans BSB, ce n'est pas une association à part, c'est BSB qui pilote l'animation du réseau des diplômés. C'est extrêmement important, ça veut dire qu'on y met des moyens significatifs pour être en lien avec notre réseau. Donc il y a tout un tas d'événements qui vont d'anniversaires de promo à des after-work, en passant par des conférences sur des sectoriels, sur le luxe, sur le vin, sur lesquels on invite nos diplômés à la fois à participer, à présenter leur expérience. Donc on essaye d'animer et on anime remarquablement ce réseau de diplômés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, des diplômés emblématiques, il y en a beaucoup, dans des domaines très divers. J'en citerai 2 parce qu'ils sont globalement de la même promo, 91-92. Alors ça date un peu, mais jusqu'à très récemment, on avait un PDG du CAC 40, ce qui est rare, puisqu'il n'y a que 40 PDG du CAC 40 en France, et beaucoup sont diplômés de Polytechnique, de l'ENA, d'HEC. Il n'y a pas beaucoup d'autres écoles qui ont des diplômés qui sont PDG du CAC 40. Pendant plusieurs années, on a eu quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie Tritan, qui vient de quitter son poste, qui était président d'Unibail-Rodamco-Westfield. Ça ne dit pas grand-chose, Unibail-Rodamco-Westfield, mais si on dit les 4 temps, si on dit la Part-Dieu à Lyon, si on dit le centre commercial Confluence, en gros 300 centres commerciaux, 300 malls sur la planète, c'est le plus gros opérateur de malls au plan international, eh bien c'était Jean-Marie Tritan, diplômé de BSB. Et de la même manière, on a l'équivalent de Jean-Marie Tritan au Canada, dans la plus grosse entreprise canadienne qui s'appelle Ivanhoé Cambridge. Eh bien, c'est une diplômée de la même promo, c'est une femme, qui s'appelle Nathalie Paladichev, qui est l'équivalent de Jean-Marie Tritan. Et c'est marrant de voir que cette promo-là s'est fait une spécialité dans un secteur particulier et avec des positions de dirigeants extrêmement prestigieux. Il y a peut-être des professeurs à ce moment-là c'est possible, qui ont mis la puce à l'oreille. Maintenant, je suis marqué aussi par des diplômés beaucoup plus récents. Comme je suis là depuis 20 ans,
il y a beaucoup de diplômés que j'ai connus quand ils étaient élèves à l'école et avec des trajectoires que j'aurais jamais imaginées en me disant est-ce qu'ils vont... on savait qu'ils avaient du potentiel, mais quand on voit leur évolution, on se dit waouh, on a quand même bien fait de les accompagner. Magnifique. Justement, prochaine partie, Stéphane, on a récolté 2 témoignages d'un alumni et d'un étudiant. Ouais. Ils ont des questions à te poser, donc je vais te remettre la tablette et tu vas directement voir les questions apparaître à l'écran. Bonjour Stéphane Boursieux, je suis Yanis, étudiant en Master 2 du PGE. J'ai une question pour vous. À quoi ressemble une journée dans la peau d'un DG d'école et quelles qualités faut-il pour occuper ce poste? Alors la question, merci, c'est quelle qualité faut-il pour être DG d'école et à quoi ressemble une journée de DG d'école? Il n'y a pas de journée type. La seule chose qui est cohérente tous les jours, c'est que les journées sont longues. Elles commencent tôt et elles finissent en général tard, mais il n'y a pas de journée type. Alors si, en général, les lundis, c'est ce qu'on appelle les journées de comité exécutif, comité ressources humaines, mais sinon, le reste de la semaine, c'est très très varié. En général, le vendredi, je le passe à Lyon, sur le campus lyonnais, pour pouvoir être présent à la fois sur le campus de Dijon et sur le campus de Lyon toutes les semaines. Et quelle qualité faut-il avoir pour être directeur général d'école de management? D'abord, être ambitieux. Je me souviens quand j'avais 34 ans, que j'ai candidaté pour prendre le poste à Dijon, jamais j'aurais imaginé avoir le poste. Je m'étais dit on va candidater puis on verra bien. Et la réalité c'est que il fallait oser et que ça a payé. Il faut être ambitieux pour soi au départ, mais surtout être ambitieux pour son école. Et je pense que c'est l'élément le plus important, et être ambitieux en permanence, c'est-à-dire remettre en permanence en cause les acquis, remettre en permanence l'ouvrage sur le métier et se dire on vient de gagner une accréditation, ok, comment on passe à la suivante? On vient de développer un nouveau marché, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, par rapport à une question tout à l'heure qui était est-ce qu'il y aura un campus à l'international? Là, on est en train de travailler sur ok, on vient de développer Lyon, et puis la prochaine étape, eh bien, ce sera peut-être un campus à l'international. Bonjour Stéphane Boursieux, je suis Bastianus Baumer, je suis diplômé 2019 de BSB et aujourd'hui je suis le fondateur d'OnTrack, une start-up dans les lunettes connectées. Et j'ai une question pour vous, quels sont les outils que BSB met à disposition pour entreprendre? Eh bien, on a un incubateur à Dijon et à Lyon avec une animatrice qui est là pour animer nos élèves entrepreneurs, animer les projets. Alors, il y a de la pédagogie, il y a des cours d'entrepreneuriat dans les cursus, ça, il n'y a pas de sujet. Il y a une spécialisation en entrepreneuriat dans le Master Grande École. Mais au-delà de ça, il y a un incubateur. Un incubateur qui est là pour accompagner nos élèves dans la définition de leur projet entrepreneurial, quel que soit le stade, qu'on soit en pré-incubation, en incubation, en post-incubation, on est là pour accompagner nos élèves. On est là pour leur donner les moyens. Il y a une partie de la fondation qui lève des fonds auprès d'entrepreneurs pour permettre de financer l'incubation de nos élèves, c'est-à-dire qu'ils aient une bourse d'incubation, parce que quand on est entrepreneur, on fait un stage dans son entreprise, sauf qu'on peut pas, souvent on n'a pas d'indemnité de stage, donc ça peut être un frein. Donc on a à la place une indemnité qui est donnée par la fondation, une bourse qui est donnée par la fondation. L'école peut même investir, on a un fonds d'investissement pour pouvoir investir sur les projets entrepreneuriaux de nos élèves. Donc on fait tout pour que nos élèves soient accompagnés en matière d'entrepreneuriat, et ça marche. Ça marche puisqu'on a tous les ans entre 30 et 40 projets qui se déploient dans l'incubateur à Dijon ou à Lyon. Alors tous ne finissent pas par des créations d'entreprises, mais dans tous les cas de figure, c'est un formidable apprentissage et les élèves ont beaucoup appris à travers leur projet de création d'entreprise. Merci Stéphane pour ces réponses que tu viens de nous partager. On va passer à la dernière partie de cet échange. Big Boss, c'est compléter la suite. Donc je vais te donner le début de la phrase et l'objectif c'est que tu complètes la suite. Tu peux développer un petit peu si tu le souhaites, il n'y a aucun souci. Donc compléter la suite avec Stéphane Boursieux, c'est parti. BSB dans 5 ans, c'est le même ADN qu'aujourd'hui, mais en plus grand, plus international et plus reconnu. L'expérience étudiante à BSB, c'est avant tout We believe in you, we believe in youth. C'est-à-dire qu'on croit dans nos élèves, on croit dans leur potentiel et on est là pour les accompagner et pour leur éclairer le chemin. Le campus de Lyon de BSB va permettre de franchir une vraie étape, c'est l'objectif, c'est celui de continuer de rayonner, de renforcer notre attractivité, de renforcer notre visibilité, pas seulement à Lyon, mais en France et à l'international.
Ce qui distingue vraiment un diplômé de BSB sur le marché, C'est un diplômé compétent, c'est un diplômé avec des compétences, des connaissances techniques, des compétences humaines, et puis un petit supplément d'âme en plus lié à cette caractéristique d'accompagnement et de proximité qui fait que je pense qu'on a des diplômés qui sont très humains dans leur management. Ce que je veux que les candidats retiennent de BSB, c'est que c'est une école de référence au plan national et international en matière d'accompagnement de ses étudiants, et c'est une école où on est bien et où on est heureux. Notre plus grande fierté aujourd'hui à BSB, c'est les votes de nos étudiants sur Happy at School, où on ressort sur les 4 dernières années 3 fois à la première place. Le prochain grand défi de BSB sera d'absorber le développement de Lyon et de définir le futur projet qui nous portera avec autant d'entrain que Lyon nous a porté. Un mot qui caractérise l'ADN de BSB. Accompagnement, c'est facile. Et sinon, je dirais étudiant avant tout. Parfait. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que dans cet entretien, il y a une chose, un élément qu'on n'a pas évoqué et que tu souhaiterais établir avant de conclure ? Non, je crois qu'on a été au fond des choses, et pour une première Big Boss, je trouve que c'est une première, en tout cas de mon point de vue, réussie. On verra si elle l'est autant du point de vue des lecteurs. Parfait, merci beaucoup Stéphane. Je vais te laisser adresser un dernier mot directement à cette caméra-là, donc la caméra qui est en face de toi, pour les futurs étudiants qui nous regardent. C'est quoi le mot que tu as à leur partager, le mot que tu as à leur transmettre ? De venir vivre l'expérience. Je pense en particulier pour les élèves de classe prépa qui vont passer les concours et qui auront les oraux à passer après. Inscrivez-vous, parce que ne vous fondez pas sur des a priori. Inscrivez-vous. Venez passer les oraux, venez évaluer la qualité de l'expérience, et c'est après que vous pourrez juger, et pas avant. Parfait. Donc à très vite. Parfait, merci beaucoup Stéphane pour cet échange. Si vous avez des questions sur BSB, n'hésitez absolument pas à nous les poser directement en commentaire, directement aussi à l'école sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, sur le site de l'école également. Donc c'était un grand plaisir d'avoir Stéphane pour ce 8e épisode de Big Boss, la première avec un directeur général d'école. N'hésitez pas également donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre meilleur pouce bleu. A très vite sur Plein de Grandes Écoles. Au revoir.